On va continuer ensemble à décrypter tout cela avec d'autres invités qui se présentent. D'autres superbes rencontres tout de suite avec Hervé Affagard, Valérie Poinceau et Paul-Alain Delinger. S'il vous plaît, accueillez, ils viennent me rejoindre. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Bonjour. Bienvenue à tous les trois. Merci de nous rejoindre. Merci. Ça va, vous êtes bien, confortable, tout ça, on s'occupe de vous, les signaux forts, les signaux faibles. On va pouvoir en parler. Hervé Affagard, vous êtes PDG de MaaT Pharma. Valérie, directrice générale de Boiron. Paul-Alain Delinger, directeur général délégué de Sanofi Pasteur. Valérie, je vais commencer avec vous. Vous êtes directrice générale donc de Boiron, je le disais. Parlez-moi des insights, parlez-moi des changements sociétaux, qui guident votre vision de la santé particulièrement. Écoutez, bonjour à tous déjà. Il y a beaucoup de changements en ce moment. Donc, il y a notamment le fait que partout dans le monde, en ce moment, on parle de sécurité. Au départ, c'était la sécurité au sens large, mais c'est vrai aussi pour la sécurité sanitaire et la sécurité en matière de santé. Voilà, et donc c'est quelque chose qui fait partie de l'ADN de l'entreprise depuis l'origine. Et donc, très naturellement, l'alliance de l'efficacité et de la sécurité est quelque chose que je suis de très très près. Hervé Affagard, c'est la même chose pour vous chez MaaT Pharma. Comment vous êtes à l'écoute de la société et de ses besoins en santé? Qu'est-ce que vous repérez là-dedans qui vous donne le cap pour aller plus loin avec votre entreprise? En fait, nous, on est dans une entreprise hyper disruptive où on répond à un besoin médical important. Donc, en fait, pour nous, c'est important de mettre en place des organisations où on mélange un peu l'intuition de marché et capter très tôt les signaux. Donc pour nous, ça va tenir autour de ça, les signaux qu'on reçoit des hôpitaux, parfois des patients en direct, et on s'adapte tout de suite en fait. On va tout de suite proposer une solution, on est une start-up, on est hyper agile, on va tout de suite proposer des solutions quand on reçoit des demandes qui sont un peu ésotériques. Ouais. On se dit, ça c'est notre business en fait. Paul-Alain Delinger, quelle est finalement, vous, votre organisation de l'écoute sur le marché de la santé à l'international, puisque évidemment chez Sanofi Pasteur vous avez ce périmètre international. Comment est-ce qu'on organise cette écoute-là? Alors vous l'avez dit, Sanofi est un groupe mondial, global. Donc nous avons cette écoute globale, nous avons aussi une écoute très locale. Et il y a un autre thème que je souhaiterais aborder rapidement, c'est pas juste une question d'écoute, c'est aussi une question de sensibilité. Oui. Sur l'écoute globale, bien entendu, nos équipes regardent sous l'angle risque, opportunité, un engagement avec les acteurs du privé, du public, au niveau international. Et quand le Covid arrive, début 2020, un choix s'impose, c'est le choix de s'associer avec notre concurrent le plus direct, pour développer un vaccin ensemble. C'est un choix inédit, mais c'est un choix qui était parfaitement en ligne avec notre mission de santé publique. Bien sûr. En local, toujours sur le thème du Covid, les professionnels de santé en France avaient énormément de questions sur cette maladie, sur cette infection, sur les solutions thérapeutiques vaccinales. Et nos médecins, nos visiteurs médicaux ont pu être au plus près de ces professionnels de santé pour les écouter. Mais au-delà de l'écoute, je pense que ce qui est important, c'est la sensibilité des dirigeants. Il faut pouvoir écouter, mais il faut aussi pouvoir passer à l'action. Bien sûr. Et pendant cette période difficile, Sanofi a décidé d'amplifier son engagement en responsabilité sociale et environnementale. Plus d'accès aux médicaments pour les plus pauvres, développer des solutions pour les plus vulnérables, par exemple cancer pédiatrique, qui est souvent une population négligée, la planète bien sûr, mais aussi un environnement de travail plus inclusif en interne, mais aussi plus engagé dans son écosystème. Et donc ces signaux-là sur la RSE étaient très forts, mais il faut avoir la sensibilité, la volonté, et notre nouveau patron là. Et merci de le rappeler ici. On parle de ces signaux faibles. Valérie, je suis obligé de vous poser la question. Finalement, vous étiez dans la société Boiron, un peu dans une bulle, tout fonctionnait, etc. Vous n'avez pas vu venir les signaux faibles de cette campagne de déremboursement de l'homéopathie? Alors, effectivement, le déremboursement, c'est quelque chose qui planait, j'allais dire, sur nos têtes, mais depuis l'origine, depuis 1946.
Ah oui, déjà, oui. Voilà, on était remboursé depuis 1946, donc voilà, il n'y a pas de... et tout le monde peut être confronté à ça un jour. Par contre, ce qui a été très violent, c'est qu'on n'avait eu aucun signal faible dans le contexte de 2018. Au contraire, on avait eu des signaux inverses. Donc, ce qui veut dire que quand la ministre a pris la parole en mars 2018, suite à une question où on lui a dit « Mais est-ce que l'homéopathie, vous en pensez quoi ?» Elle a envoyé des signaux très positifs. Elle a dit « Mais en France, l'homéopathie est utilisée par de nombreux patients, elle fait de mal à personne, elle ne coûte pas cher, donc je souhaite qu'elle reste remboursée. » Et 48 heures plus tard, c'était l'inverse. Et là, elle a commencé à finalement générer des signaux forts, mais du jour au lendemain, et à l'inverse. Donc, c'est vrai qu'on ne pouvait pas anticiper ce genre de choses de manière aussi brutale, aussi violente, et aussi, j'allais dire, dénigrante pour, au-delà de l'homéopathie, c'était pour une entreprise, et aussi pour les patients qui se soignent par l'homéopathie, parce qu'ils sont encore nombreux aujourd'hui à m'écrire tous les jours. J'ai environ 10 courriers par jour de patients qui me demandent d'intervenir encore pour ce sujet. Voilà. Mais bon, entre-temps, on est bien évidemment passé à autre chose, et vous l'avez vu, parce que voilà, il faut savoir aussi rebondir quand il vous arrive ce genre de choses. C'est une crise avant la crise que vous avez vécue. Cette crise, elle vous a appris beaucoup de choses, elle vous a obligé ou permis de pivoter? Oui, en fait, nous, on était dans une situation un peu particulière parce que la matière qu'on utilise pour fabriquer nos médicaments, il y avait une suspicion sur le fait qu'elle contenait du SARS-CoV-2. Donc, c'est pas une bonne nouvelle. Nous, on était dans un contexte où, pour vous donner une indication, les patients qu'on traite, ils ont une espérance de vie à 2 mois de 22%. Dans quelle pathologie spécifiquement? On parle ici de rejet de greffe de cellules souches. D'accord. Et donc 22% à 2 mois, je préfère avoir le Covid à la limite qu'avoir la maladie dont on parle. Évidemment. Et donc, en fait, les contraintes Covid se sont imposées à nous d'un seul coup. Et en fait, on n'avait plus accès à rien, plus de plastique, plus de tests d'extraction d'ARN, etc. Et donc, en fait, très vite, on a commencé à chercher à sourcer des ressources qui étaient importantes, et tout était bloqué, tout était redirigé vers les hôpitaux, etc. Et donc en 3 jours, on a eu l'idée d'aller chercher dans le monde du vétérinaire ce qu'il nous fallait. Donc on a développé des choses spécifiques pour justement montrer la sécurité de nos produits. Et ensuite, ça a pris 6 mois à peu près pour valider avec les autorités, puisqu'on a pris des choses qui venaient du monde vétérinaire qu'on appliquait à l'homme. Et tout ça mis bout à bout, et aussi via une alliance avec des sociétés savantes. Au bout de 6 mois, on a tout redémarré, et la France est le premier pays au monde à avoir redémarré les essais thérapeutiques dans la pathologie, dans la modalité thérapeutique qui est la nôtre. Donc c'est un exemple super en fait de qu'est-ce qu'on fait quand il y a une crise, comment on s'associe, et comment, avec une intelligence collective, on a réussi à faire de la France le premier pays au monde devant les États-Unis. On a 6 mois d'avance à pouvoir redémarrer nos essais. Paul Allan, la crise vous a appris aussi des choses. Il y a une ingratitude très française, mais que chacun doit connaître dans son business. C'est-à-dire qu'en fait, tout le monde sait très bien qu'il faut des années et des années pour produire un vaccin. Et là, tout d'un coup, parce que vous ne l'avez pas fait en 8 mois en claquant des doigts comme ça, avec une baguette magique et en dansant nu sur une table, et tout d'un coup, on se jette à boulet rouge sur vous, avec une ingratitude et une inculture totale. Cette crise vous a aussi appris ça, la crise, et notamment l'attente que l'on peut avoir d'un vaccin de votre côté ou d'un médicament? Alors, je pense que cette crise nous a d'abord appris l'humilité, à plusieurs titres, mais d'abord parce que je pense qu'on est tous très chanceux d'être ici, beaucoup sans masque, Évidemment. Parce que les solutions vaccinales fonctionnent. Et il y a d'autres épidémies pour lesquelles on est encore en recherche de cette solution. Donc je pense qu'il faut d'abord être dans cette humilité. L'autre point, et je ne réponds pas exactement à votre question, mais... C'est pas grave, le journaliste avec ses questions ou avec vos réponses. Non, mais l'apprentissage majeur pendant cette crise, c'est l'ambition commune. Et c'est le fait que la France, l'Europe, ont décidé pendant cette crise de construire une ambition commune pour la filière de santé. Et c'est très nouveau, et on en voit les signes en France dans le plan de relance, dans le PIA 4, avec cette volonté annoncée début juillet par le président pendant le Conseil stratégique des industries de santé, de décloisonner, de mettre les moyens aussi. Oui. Et donc on a le pouvoir public qui donne une direction, qui met des moyens et qui va encourager
les acteurs privés, biotech, biotech et grands groupes, mais aussi privé-public à travailler ensemble. Et pour nous, ça, c'est un enseignement très fort parce que l'Europe et la France ne s'étaient pas encore donné les moyens de cette ambition pour la filière santé. Le cap est donné. On n'est pas là pour faire des promesses et je ne viens surtout pas vous chercher sur ce domaine-là, mais on est sur un traitement plus qu'un vaccin désormais chez Sanofi. Ah, pas du tout. Sanofi continue le développement de ses approches vaccinales, regarde aussi encore des approches thérapeutiques. D'accord. Notre vaccin est en phase 3 et nous devrions avoir les résultats d'ici la fin de l'année. Mais nous sommes aussi pleinement dans notre mission quand nous nous associons à notre concurrent principal ou quand nous mettons à disposition notre outil industriel Évidemment. pour produire 3 des vaccins de nos concurrents et jusqu'à 400 millions de doses. Donc notre priorité, c'était ça, c'était de regarder tout ce qui pouvait être fait par nous ou même avec nos concurrents pour répondre à cette crise. Et il ne sera jamais trop tard parce qu'on en a bien besoin. Donc merci à vous aussi pour ça. Il faut beaucoup d'agilité dans cette crise. Il en a fallu, vous, dans cette multiplication de crises chez Boiron. Absolument, parce qu'on a eu effectivement 3 crises. Oui. On a eu la crise dont vous avez parlé, on a eu une grosse restructuration avec un PSE, un plan de sauvegarde de l'emploi qui était très traumatisant pour l'entreprise, et puis la Covid. Donc effectivement, il a fallu rester sur son axe. Donc moi j'ai un slogan dans l'entreprise qui est respirer, réfléchir et réagir. Donc je peux vous dire que je l'ai beaucoup utilisé. J'en ai un autre qui est mauvaise chance, bonne chance. Alors celui-ci aussi, je crois que je le sors tous les jours. Mauvaise chance, voilà, il nous arrive ça, mais bonne chance. Qu'est-ce que ça nous ouvre comme champ des possibles? Et c'est dans ce contexte-là de crise que finalement on sort un peu de nos gonds, on sort un peu de notre, je dis souvent, du hamac de fonction, pour pouvoir aller à la rencontre d'autres opportunités. Et dans ce contexte, moi j'avoue que j'ai été très soutenue par mes pairs, très soutenue par les patients, et j'ai fait de belles rencontres. Et voilà, notamment, monsieur ne le sait pas, mais on a engagé un travail avec le microbiote et nos services recherche travaillent ensemble. Je suis parfaitement au courant. Voilà, je ne savais pas si vous le saviez, mais voilà, c'est super de rencontrer des entreprises comme la vôtre. J'ai rencontré des biotech dans le contexte des tests Covid, et en 3 mois, on est devenu le premier vendeur de tests Covid en France au niveau des officines. Donc, je ne sais pas si vous le saviez. Vous voyez, donc j'ai été à la rencontre de beaucoup de chefs d'entreprise, un peu comme vous l'avez fait aussi, pour dire, voilà, on a des belles personnes dans l'entreprise, on a un outil industriel, on a un service logistique hors pair en France. Est-ce que je peux vous aider ? Et effectivement, une entreprise de test a dit oui, on peut. J'ai eu des partenaires allemands qui sont venus nous voir. Enfin voilà. Et aujourd'hui, c'est plus moi même qui vais vers d'autres entrepreneurs. J'ai environ 1 fois par semaine un entrepreneur qui m'appelle pour me dire tiens, j'ai entendu parler de l'entreprise, on peut peut-être faire des choses ensemble. Et je trouve que ça, c'est magnifique. Et vous en parlez très bien tous les deux, justement, de cette richesse du collaboratif. On l'entend dire et puis on le vit tous au quotidien en tant qu'entrepreneur, on n'y arrivera jamais seul. Évidemment, ce collaboratif, c'est aussi l'un des secrets pour suivre le cap, pour garder le cap et aller toujours plus loin, chez vous aussi. Nous, on est vraiment dans un écosystème. Déjà, on est une petite société, donc on n'a pas toutes les ressources en interne, donc on est très interdépendants. Chez nous, en interne, ce qu'on vend à nos collaborateurs, c'est avant tout, c'est pas une aventure business, c'est une aventure humaine, puisqu'on est des pionniers. On a même trouvé des noms. On crée des postes de microbiotologistes, ce qui n'existe pas encore dans le dictionnaire. C'est une question de temps, vous le verrez apparaître. Ouais. Et en fait, on doit innover. On est à la croisée de l'intelligence artificielle, de la biologie synthétique. Donc, du coup, personne n'a toutes les compétences. Donc, on est hyper interdépendant et on est dépendant aussi de l'extérieur. Sur des compétences hyper spécifiques. Donc nous, on a une approche écosystémique. La société s'appelle MAAT pour la petite... M-A-A-T. MAAT, qui est la déesse égyptienne de l'équilibre, pour rappeler cet écosystème, justement, parce que en fait, nous, les produits qu'on développe sont des produits écosystémiques et nous fonctionnons nous-mêmes dans une logique d'écosystème et on a l'impression d'être une société très moderne, très contemporaine par rapport à ça. Et pour suivre la déesse de l'équilibre, vous en parlez ici, vous avez parlé du test and learn aussi tout à l'heure, il y a cet équilibre à trouver. Chez vous, c'est le play to win. L'agilité, c'est quoi? Racontez-nous chez Sanofi. Alors, peut-être 2-3 mots. Privilège, confiance et prise de risque. Oui. Je dis privilège parce que ça fait longtemps que je suis dans le groupe Sanofi.
Et je pense que ce qui s'est passé en 2019 avec l'arrivée de notre nouveau patron, Paul Hodgson, qui a fait des choix très structurants, parfois difficiles, d'abandonner nos programmes de recherche et développement dans des domaines historiques de Sanofi. Mais c'est des choix difficiles qui ont toujours été faits avec en tête le patient, la santé publique. C'était de dire, est-ce que les 4 milliards qu'on dépense en R&D, dont 2 milliards en France chaque année, est-ce qu'ils sont sur des solutions, des options qui vont améliorer la vie des patients? Et déjà, quand on fait ce genre de choix, on envoie un message très fort en termes de changement culturel dans un groupe comme Sanofi. Et ça s'est accompagné d'une volonté de plus de prise de risque. Je prendrai 2 petits exemples très simples. Le premier, c'est qu'on a un process pour que les équipes projets puissent identifier au plus tôt les risques et les partager avec les dirigeants, pour qu'ils puissent justement avancer en confiance et pas être bloqués par ces points. Et le deuxième point, on a mis en place un module qu'on est en train de dérouler très simple, d'1 heure, où on met les équipes en situation sur une situation et on les fait échanger sur comment ils peuvent justement prendre des risques. Donc on essaye des choses assez simples pour faire évoluer la culture et être au plus proche d'un fonctionnement, on va dire, d'une biotech tout en étant un grand groupe. Et on est là pour partager les idées, merci. Juste une dernière idée qui porte bien son nom, puisque vous avez créé chez vous un bureau des idées, c'est quoi ? Ah, un réservoir d'idées. Pardon, réservoir d'idées. Effectivement, voilà, l'idée, c'est d'être en connexion permanente avec le monde, comme je le disais, de respirer, de réfléchir, et que ce réservoir d'idées puisse aussi me nourrir de ce qui concerne des innovations à travers le monde, de connexions qu'il faudrait qu'on puisse avoir les uns avec les autres. Oui. Voilà, donc, et je trouve que c'est très riche. Et il y a des idées qui germent aujourd'hui que le réservoir d'idées a eu il y a quelques années, notamment en médecine personnalisée, par exemple, en participation du patient, en intelligence artificielle, voilà. Tout ce qui est utile. Je termine juste avec un mot chacun, s'il vous plaît, avec la même question que tout à l'heure. Quels sont les pôles de la boussole qui vous aiguillent ? Qui est-ce qui donne la direction pour vous, Paul Allan ? Alors notre nord, c'est le patient. J'ai mentionné les choix structurants qu'on fait à chaque fois avec le patient en tête. Et puis un autre pôle très important que j'ai déjà mentionné, c'est tout notre engagement en tant que leader mondial sur ce sujet RSE si important, avec des exemples y compris très locaux sur ce sujet. Une usine à Neuville qu'on veut carbone neutral, ou même des engagements pour les jeunes, avec un événement qu'on a pu organiser, Place d'Avenir, y compris avec une matinée entièrement dédiée aux jeunes des quartiers prioritaires. Et voilà. Et c'est riche, évidemment. Merci. La direction, Alors, c'est quoi ? chez nous, ce que vous appelez la boussole, moi je l'appelle l'étoile. Oui. Et ce qui nous guide, c'est de contribuer chaque jour à une médecine encore plus humaine, plus respectueuse et plus durable. Voilà. Et puis ce que je dis maintenant chaque jour, puisqu'on est dans l'époque des tests, je dis qu'on soit tous positifs. Merci beaucoup. Votre boussole, votre étoile, votre direction. Nous, c'est clairement le patient. Donc, nous, notre ADN, c'est vraiment de déverrouiller en utilisant l'innovation des besoins médicaux qui sont aujourd'hui pas couverts. Et on utilise toute cette innovation pour apporter des choses aux patients et à leur famille. Parce qu'on sait tous que c'est très difficile quand on accompagne quelqu'un qui est malade. Merci beaucoup. Ils étaient vos invités ce matin. On les applaudit tous les trois, s'il vous plaît. Merci, madame. Merci beaucoup, messieurs. On vous raccompagne. Bravo à vous pour cela.